Qu'est-ce que ça fait? Bonjour ou bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Bruno, c'est un très beau nom. Bonjour. Mendes da Silva, un nom espagnol, n'est-ce pas? Non, portugais. Ah bon, portugais. Pourtant, tu es plus près de l'Espagne que du Portugal. Et donc, Bruno a eu la gentillesse d'accepter l'invitation. Et je crois qu'on s'est connecté sur LinkedIn, c'est ça? C'est ça. C'est ça. J'ai même une petite anecdote. Oui. En fait, quand on était avec un Français qui travaille pour une société de drones ici. Ah oui, oui, il t'a mentionné. Oui, il m'a dit. Ils sont passés sur le programme. Oui, il m'a dit, oh, tu devrais voir Aline, elle fait un super programme, etc., où les entrepreneurs français peuvent venir. C'est incroyable. Etc. Et j'ai dit, mais c'est marrant parce qu'en fait, on s'était connecté sur LinkedIn et elle m'avait dit, quand on serait à San Francisco, de passer à l'émission. C'est super parce qu'ils étaient sur le même étage que moi pendant quelques mois en attendant de trouver un endroit permanent. Maintenant, ils ont déménagé. Okay. Mais c'est comme ça que je les ai invités sur le programme parce qu'ils habitaient sur le même... à la même adresse que moi, en fait. D'accord. Parce que ce sont plusieurs bureaux, il y a plusieurs compagnies. Et donc, c'est comme ça, on s'est rencontrés dans la cuisine, dans les common areas, et je l'ai invité à elle. Donc, je ne sais pas si tu as vu son interview. Donc, on va plutôt parler de toi aujourd'hui. Drone, c'était une très bonne start-up aussi. Donc, Bruno, j'ai lu ton texte. Tu as été ici depuis 3 mois, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, au début, nous, on a commencé à Paris. Oui. Et, il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans, c'était à mon retour de Chine. En fait, j'ai fait un échange universitaire là-bas. Ah bon. Et en fait, ce qui m'a fait commencer ce projet-là, c'est que j'ai été victime de la pollution à Shanghai, en fait. Tu respirais toute la pollution et tu t'es senti mal. Voilà, c'était tellement terrible qu'à un moment, j'ai presque dû être hospitalisé, quoi. Ah, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ouais, alors les gens mettent des masques, c'est ça? C'est ça, mettre des masques, on voit pas le soleil, mais incroyable. Et du coup, quand je suis rentré à Paris, je me suis dit non. C'est pas tellement mieux en fait, c'est gris là-bas. Ouais, je me suis dit ça. Quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur la pollution à Paris, j'ai vu qu'en fait les seuils de pollution étaient largement au-dessus des standards à Paris. Et je me suis dit bon, si on veut pas que ça ressemble à Shanghai, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose. Green car. Voilà. Donc au final, moi j'ai essayé de faire ma modeste contribution, en espérant qu'un jour ça puisse ça touche tout le monde. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est une très bonne idée en fait. Ouais, c'est ça. Je te félicite de l'idée d'ailleurs. Parce que j'aurais voulu que quelqu'un y réfléchisse, mais tu sais bien que tu as jump sur l'idée. Ouais. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui peuvent acheter une auto électrique, c'est ça? C'est ça. Et c'est passé de 250 000 à 100 000 et maintenant c'est 50 000. Ouais. Donc le prix descend. Ouais, le prix descend, les voitures évoluent. Ouais. Aujourd'hui, il y a des constructeurs comme Tesla qui font des véhicules qui vont de moins en moins chers. De moins en moins chers et très qualitatifs. Avec des meilleures piles, c'est ça? Voilà, c'est ça, une batterie qui dure plus longtemps. Ah, c'est des batteries, voilà. C'est ça. Donc voilà, nous, c'est vrai que c'était difficile il y a 3 ans parce qu'il n'y avait pas autant de voitures électriques. Donc c'était un peu difficile pour nous d'essayer de vendre le concept, surtout que les Français... Et il y en avait déjà à Paris? Il y en avait quelques-unes déjà, mais les Français sont très attachés à leur voiture et à leur voiture diesel, essence, etc. Oui, bien sûr, c'est les habitudes à changer. Ça. Donc pendant plus de 30 ans, on leur a incité à acheter du diesel, à leur dire que c'était bien. Et aujourd'hui, on arrive en leur disant que le diesel, c'est outdated. C'est pas bien et qu'il faut changer, il faut prendre des voitures électriques. Les gens ne comprennent pas. Donc c'est vrai que nous... Et en plus, c'est un coût supplémentaire pour eux. C'est ça. Donc du coup, les personnes, elles avaient du mal en fait à comprendre notre message en disant mais nous on nous a dit que le diesel c'était bien, etc. Donc voilà. Donc après on a tenu bon. C'est vrai que c'était difficile parce que on a dû faire tout ça nous-mêmes et on s'est dit que bon pour essayer vraiment de passer un cap, il faudrait peut-être aller aux États-Unis parce que bon c'est là où entre guillemets le marché est un peu plus ouvert. Donc en fait je suis venu à New York au début de l'année. Et j'ai passé quelques mois à New York où j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, des partenaires, etc. avec qui on pouvait travailler aux États-Unis. Et du coup, je suis revenu en France.
Et là, il fallait faire le grand saut et aller là où tout se passe. Donc ici, on va dire dans la baie de San Francisco, à Silicon Valley, etc. Et donc on est arrivé ici, on s'est installé dans un accélérateur, incubateur qui s'appelle Rocket Space. Ah, c'est super, c'est super. Des startups comme Uber, Spotify sont passés. Et c'est vraiment génial, super écosystème, les gens sont vraiment bien avec nous, bienveillants, ils nous aident, on a pas mal d'intervenants extérieurs qui viennent, qui nous expliquent pas mal de problématiques, etc. Donc, voilà. Ça t'a aidé? Voilà, ça nous a aidé et aujourd'hui on est vraiment... C'est abordable leur prix? Nous, on fait partie d'un groupe. Voilà, d'un programme où c'était beaucoup plus abordable. Ah oui, d'accord. Pour participer à Rocket Space, ok. Et j'ai 1000 questions qui me passent par la tête. C'est que, est-ce que la location de voitures green est beaucoup plus élevée que la location de voitures standard, quoi, avec de l'essence? Alors ça, c'est une très bonne question et justement, je vais sauter sur l'opportunité pour dire que justement, c'est une énorme opportunité pour nous que aujourd'hui, la location, les voitures électriques, ça ne représente pas énormément dans le parc automobile mondial. Oui, bien sûr. Et les locations de voitures électriques sont encore marginales. Très, très. Mais justement, pour nous, c'est une énorme opportunité parce que d'un point de vue business, ce qui nous a fait comprendre, c'est que vaut mieux essayer de prendre un marché qui est petit, plutôt que s'attaquer à un énorme marché où il y a plein de concurrents, où il y a des gros concurrents. Ah oui, c'est pour ça que c'est super. Voilà, donc aujourd'hui, nous, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de concurrents du tout. Il y a des sociétés qui font des choses un peu similaires, mais il n'y a vraiment personne qui fait du 100% électrique à l'international, etc. Et du coup, nous, on veut saisir cette opportunité pour se développer et pourquoi pas devenir un leader demain. Ouais, c'est génial. En fait, c'est super génial parce que dans le monde des idées, on dit don't compete, dominate. Donc toi, tu auras l'opportunité de dominer l'idée. C'est ça. Il y a un super entrepreneur qui s'appelle Peter Thiel, celui qui a créé PayPal et qui a investi en premier dans Facebook, qui disait que la concurrence, c'était pas forcément la meilleure chose d'un point de vue business parce que ça détruisait les profits. Ça veut dire qu'à force quand on fait de la compétition, la première chose sur laquelle on se concurrence, c'est sur les prix. Donc on baisse les prix, donc on baisse nos marges et du coup c'est plus difficile de générer des profits, etc. Donc du coup, et justement une société qui ne génère pas de profit, c'est une société qui n'est pas forcément viable, quoi. Perdre de l'argent, c'est jamais bon. Donc du coup, oui, là, c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrents pour que plus tard, il y ait des grands acteurs, mais pas 2000 oui, acteurs. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, parce que je me rappelle quand Facebook a démarré, dès que les gens ont vu que ça a du succès, ils ont imité. Ouais, alors, il y a eu des centaines de compagnies qui ont voulu devenir la prochaine Facebook. Ouais. Et elles ont toutes, à part les 10 plus grosses, elles ont toutes échoué. Elles ont toutes échoué et justement, Facebook soit les a mangées en les rachetant, soit ils ont laissé mourir. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques grands acteurs. C'est Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Et après, le reste, c'est marginal. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est pareil dans tous les secteurs, que ce soit dans l'industrie ou même dans l'industrie, dans les technologies. C'est des grandes sociétés comme Apple, Google, Microsoft qui dominent. Il n'y a pas 100 000 sociétés. Ils achètent les petits poissons. Voilà. D'accord. Nous, c'est vraiment une opportunité pour nous qu'aujourd'hui, ça soit un marché marginal. Comme ça, on peut faire nos erreurs aussi. Ça va être des erreurs marginales aussi. Et on peut grandir, entre guillemets, et plus tard, pourquoi pas être l'acteur majeur de la voiture électrique. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Dans le monde entier, quoi. Et ce serait une vraie mais si tu veux justement devenir l'acteur principal, comme les grosses boîtes qui ont eu la première idée, c'est aussi d'acheter les petits poissons qui vont se développer autour de toi. C'est ça. Donc, pour ça, il faut des fonds. Oui, ça c'est évident. À la deuxième raison de notre voyage ici, c'était aussi de trouver des investisseurs. Tu en as trouvé? Donc, on en a trouvé quelques-uns. Après, les processus sont assez compliqués, peuvent être
plus ou moins long, mais voilà, il faut se mettre d'accord sur tous les termes, sur toutes les clauses, etc., etc. Ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans ce processus, les avocats, etc., etc. Mais bon, moi j'ai confiance en ce que le processus il aboutisse et qu'on puisse enfin te développer et engager des gens. Voilà. Donc ouais, je suis tout à fait confiant par rapport à ça. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est une excellente idée. Ouais, et les gens sont très excités à l'idée justement de voir ce que ça peut donner à grande échelle. Voilà. D'ailleurs, il y a des villes, j'ai lu, qui vont être complètement green d'ici 2020. 2020, oui, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, il y a des villes comme Paris, Londres, New York qui vont être green. Où les maires ont vraiment décidé d'avoir une politique green, soit avoir des chemins, enfin des rues totalement piétonnes, soit leur donner accès qu'aux voitures électriques. Ah, c'est super. Donc, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est encore une énorme opportunité pour nous. Je crois que la première ville green est en Australie, j'ai lu quelque part, et donc elle sera un modèle pour les autres villes. C'est ça. Après, il y a aussi des pays comme les pays scandinaves, la Norvège, qui ont commencé ça, qui sont très en avance sur tout le développement durable, consommer meilleur, oui, etc., il y a beaucoup de villes. Et je pense que c'est bien de s'inspirer de ce qu'ils font, parce qu'ils ont un énorme... Enfin, c'est les pays où on vit très très bien, quoi. Ils ont un bon système éducatif, ils ont un bon environnement, ils accueillent très bien toutes les personnes qui viennent chez eux. Donc c'est un modèle. Et bon, j'espère que nous, on sera un peu vu comme ça. Ouais, je pense que la deuxième question qui me passe en tête tout d'un coup, c'est que suppose que toi à Paris, tu as une auto. Ouais. Et tout d'un coup, on te dit il faut aller green. Quel est le montant de dépenses que tu dois prévoir en dessus de ce que tu as l'habitude de dépenser chaque mois pour tes paiements d'auto? Alors, on va dire c'est un peu comme les changer en fait toute son infrastructure à la maison, voilà, c'est ça. Pour par exemple mettre des panneaux solaires. C'est vrai qu'à l'achat ça coûte cher, mais c'est un très bon investissement parce que sur le long terme ça permet de faire des grandes économies. Donc une voiture électrique, c'est vrai que par rapport à des concurrentes classiques, ça peut être un peu plus cher. Donc c'est vrai qu'à l'achat c'est un peu plus cher. Parfois il faut aussi louer la batterie ou installer des infrastructures de charge à la maison. Donc voilà. Mais sur le long terme, ça fait des grandes économies en carburant, en entretien, parce qu'il n'y a pas forcément d'entretien dans une voiture électrique. On n'a pas besoin de changer les filtres, on n'a pas besoin de réviser l'huile, on n'a pas besoin de faire ça. Il y a un tas de trucs qui vont être éliminés. Ouais, c'est ça. Donc mais est-ce que, comme tu dis, à Paris, si en 2020 ils décident de le faire, est-ce que le gouvernement va aider pour les achats de ces autos? Alors, il y a des aides qui ont été mises en place depuis déjà plusieurs années. Donc, ce qu'on appelle le bonus écologique. Ah bon? Ça allait de 250 € à 7000 € pour un véhicule 100% électrique. Donc, c'était une vraie incitation. Ça existe en ce moment? Alors, je crois que l'aide a un petit peu baissé. Ah, d'accord. Et qu'ils réfléchissent à la faire évoluer, parce que c'est vrai que ça a coûté cher à l'État. Mais ça a été très efficace parce que ça a permis... des gens ont commencé à en acheter. Un vrai boom en fait de la voiture électrique en France. Après, ce qui est bien, c'est que la France a entre guillemets, accueilli l'une des plus grandes conférences sur le climat l'année dernière. Donc je me rappelle. Et il y a eu un accord historique qui a été décidé, donc justement de faire tout ce qui est possible pour baisser les émissions. Donc du coup, le gouvernement français actuel, et je pense que le suivant, sera très à cheval sur inciter, aider et promouvoir les voitures électriques, quoi. Je crois que la ministre de l'Environnement, c'est celle qui s'était présentée à la présidentielle, n'est-ce pas? Oui, Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, donc elle est extraordinaire, elle. Oui, elle a déjà été ministre de l'Environnement il y a 20 ans. Ouais. 20 ans. Ah bon, donc elle s'y connaît très bien. Elle s'y connaît bien, elle a des vraies idées et une vraie ambition. Bon, après, il y a toujours le nerf de la guerre, c'est le budget. Donc on peut tout faire, hein, mais il faut avoir les moyens de le faire. Et c'est vrai que
dans ces temps un peu, parfois on parle un peu trop de récession, d'économie, etc., bah, c'est difficile d'avoir une politique ambitieuse. Donc, mais en tout cas, il y a des très bonnes choses qui ont été faites ces dernières années par rapport à tout ça. Aussi au niveau de l'alimentation, je me rappelle qu'ils disaient n'achetez plus de Nutella parce qu'ils doivent couper les arbres oui, pour... Oui, l'huile de palme. Et alors tout d'un coup, la consommation de Nutella est tombée. Ouais. Donc c'est elle qui pousse. Oui, après, c'est le pouvoir des leaders d'opinion, hein, c'est d'influencer les achats. Le public, les achats, les modes de consommation, etc. Moi-même, quand je veux acheter du Nutella, je réfléchis 2 fois. Je dis, bon, je ne vais pas contribuer non seulement à la coupure des arbres, mais aussi au child labor. C'est ça. Dans ces pays. Il y a un gros problème sur ça, et en plus, le pire, c'est que c'est un très grand industriel français qui a le monopole de l'huile de palme en Afrique, c'est M. Bolloré. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs reportages qui ont montré que c'est pas bien. Que les conditions de travail des personnes là-bas, que 10 cents de l'heure, même pas. Ouais, c'est ça. C'est pas payé. En plus, nous, on bénéficie de tout ça à un prix très bas. Ouais, c'est ça. Donc, il y a au-delà de la voiture électrique, etc., il y a énormément de choses qui doivent être faites pour justement améliorer notre quotidien en général, quoi. Mais bon, la voiture électrique, ce qui est bien, et là j'ai vraiment envie d'insister dessus, c'est qu'il y a quelques années, on a voulu enterrer, entre guillemets, la voiture en disant, voilà, on va investir dans les transports en commun, voilà, la voiture s'est dépassée, etc. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a un vrai regain technologique auprès de la voiture, avec les voitures connectées, les voitures autonomes, les voitures électriques, etc. Surtout cette année. Ouais, donc la voiture en fait revient vraiment au centre de la mobilité et du transport, et je pense qu'avec toutes les avancées technologiques qui sont faites là maintenant, la voiture elle va rester et encore incontournable pendant encore un siècle. Si on arrive à améliorer la sécurité avec des voitures un peu plus autonomes, si on arrive à améliorer leur efficience avec des moteurs électriques, si on arrive à améliorer justement la connectivité, l'interactivité des véhicules. Donc je pense vraiment que là, la voiture, elle a un très très bel avenir. Donc pour nous, c'est encore une très bonne chose pour nous, hein, parce que pour tous ceux qui disaient, nous, on va prendre le train, on va prendre on va prendre les bus, on va prendre les métros, etc. Ouais, c'est vrai que ça aide un peu, mais il faut en construire encore plus de trains. C'est ça. Et puis même dans une grande ville, c'est difficile d'améliorer. Si ça n'a pas été fait en amont, c'est difficile d'améliorer les transports en commun, quoi. Oui, les Chinois, ils vont faire à plusieurs étages. Voilà, faut faire Qu'est-ce qu'on fait quand la ville est construite et qu'il faut faire un métro? Qu'est-ce qu'on fait quand il faut faut 9 étages parce que la population se développe. Ouais, c'est ça. Donc la première des choses aujourd'hui qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on a maintenant. C'est des voitures, on a des voitures plus économiques, plus efficientes, et il faut essayer de les mettre en avant, quoi. La troisième question qui me vient en tête, c'est ici c'est Tesla. En France, c'est quelle marque? Alors en France, il y a le groupe Nissan-Renault qui sort un peu du lot avec la Zoé. C'est ce que tu utilises alors? Alors nous, on n'utilise pas vraiment la Zoé parce qu'elle est un peu limitée en termes d'autonomie, de batterie. Donc c'est un véhicule avec lequel on ne peut pas faire de très longs trajets. Donc on peut faire des trajets interurbains, mais faire des trajets un peu plus longs, c'est un peu compliqué. Donc nous, on privilégie plus les sociétés comme Tesla ou BMW. Donc tu les importes. Voilà. Donc on préfère justement mettre en avant ces véhicules-là parce que c'est une vraie avancée technologique. Ah, parce qu'ils ont fait plus de recherche. Voilà, c'est ça. Et puis ils ont fait un vrai investissement dans les infrastructures de recharge, etc. Donc ils vous la vendent un peu plus cher parce que vous êtes en France. Oui, c'est toujours un peu plus cher, hein. C'est comme acheter son iPhone en France plutôt qu'ici, hein. Voilà, c'est ça. Il y a les taxes. Oui. Mais enfin, il y a une taxe pour importer, voilà. C'est ça. Donc du coup, non, ça va être. Je pense qu'à un moment donné, en plus là, ils ont annoncé un modèle à moins de
40 000 40 000 Ah oui. dollars. Ah oui. Donc, je pense que ça va vraiment devenir Ouais, j'ai vu. abordable pour tout le monde. Ça, c'est extraordinaire C'est aussi. extraordinaire. Après, voilà, le monsieur qui fait ça, Elon Musk, il a une très belle vision pour le monde. Hein. Et avec Tesla, et puis même avec Le stock, il est monté. Et Je suis sûre que tu as investi dedans. j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, j'investis dans Greenwich. Dans ta propre boîte. Mais la quatrième question qui me vient en tête, c'est que toi, tu te spécialises dans les voitures de luxe plutôt que les voitures de tous les jours. Oui. Donc, quand tu achètes une Tesla, tu achètes les grandes. Ouais. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu vas aussi faire un peu les plus petites plus tard? Oui, bah, en fait, c'est plus une stratégie, entre guillemets, d'image. De Voilà. commencer par des véhicules un peu plus haut de gamme. Parce qu'en fait, c'est plus difficile de faire un produit un peu bas de gamme et après d'essayer de monter en gamme. Ah, Parce que quand les gens d'accord. vous Donc, tu connaissent fais pour faire, l'inverse. voilà, quand les gens vous connaissent pour des choses un peu bas de gamme et que vous leur proposez du haut de gamme, ils vont dire ah non, ça ne doit pas être de la qualité. Alors que si on commence haut de gamme et après on fait Ils des sont entrées de gamme, l'exemple, oui. ils vont dire bon. C'est un statut symbole, voilà ça? C'est ça. Donc c'est un peu comme toutes les sociétés, les constructeurs allemands, Mercedes, BMW, Ces Audi, statuts. voilà, qui sont connus pour des véhicules haut de gamme, mais qui aujourd'hui font des entrées de gamme comme des petites citadines d'entrée de gamme. C'est et vrai, les gens c'est vrai. se plaisent bien à acheter ces véhicules-là. Et ils ont ils ont l'image d'être une belle auto, Voilà, de qualité. C'est ça. Donc nous vraiment ce qu'on veut, c'est avoir une image d'un service de qualité et qui est sur lequel les gens peuvent avoir confiance. Donc pour ça passe en premier lieu, c'est vrai que ça amène moins de clients, mais sur le long terme, je pense que c'est plus bénéfique d'avoir une bonne image de marque. Oui, j'ai pensé tout d'un coup, quand les gens voient le mot luxe, ils vont se dire, moi, j'ai pas besoin de luxe, je veux juste quelque chose qui m'amène de point A à point B. Est-ce que ce sera quelque chose que tu vas pouvoir changer? Ouais. C'est-à-dire, moi, je vois le luxe, bon, c'est beau d'avoir le luxe ou l'image, mais est-ce que je veux acheter je veux louer une voiture de luxe? Je veux juste louer une voiture qui m'amène en campagne pendant le week-end. Bah, il est là le challenge en fait, de se dire quand les gens voient green, luxe, car ils se disent bon, green, luxe, comment on peut associer le green et le luxe? Alors que en fait, dans l'essence, les deux mots en fait sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que par exemple, c'est plus entre une paire, on va dire par exemple une paire de Berluti, une belle paire de chaussures pour hommes, et une paire de Zara. Et ben, une paire de Berluti, ça peut durer 15-20 ans si on s'occupe bien des semelles, etc. Mais en 15-20 ans, combien de paires de chaussures Zara que tu dois acheter, on va acheter et qu'on va jeter? Oui. Qu'on va jeter surtout. À peu moi, près par exemple, là, 15 x 4 tous les 3 mois. Donc moi par exemple là j'ai une ceinture haut de gamme que j'ai achetée il y a 6 ans. Elle est toujours bonne. Elle est toujours en bon état et en 6 ans, j'ai pas dû me soucier de me racheter une ceinture, quoi. Alors que si j'avais acheté une ceinture un peu moins chère. Donc il faut éduquer le public que long terme, ils vont faire des économies. Voilà. Et puis même, justement, vu que nous on est français, qu'on sait, on a une histoire sur tout ce qui est le savoir-faire, l'artisanat, etc. Bah, il faut quand même se rendre compte que il y a, sans justement ce savoir-faire, cet artisanat-là qui a un prix, bien sûr, et bah, en fait, la culture française n'avancerait pas forcément. Il y a des grandes marques comme, je sais pas, Louis Vuitton, Chanel, Dior, qui contribuent à la culture française et au rayonnement français dans le monde entier, et justement qui ont permis des avancées énormes. Par exemple, les premiers bagages de qualité, c'était les bagages Vuitton, les bagages Goya, et aujourd'hui, il y a des bagages de toutes sortes. Mais c'est grâce justement à l'artisanat qui a été fait pendant ces 150 dernières années qu'aujourd'hui on est capable de faire tous ces types de bagages-là. Donc, Mais c'est vrai. Mais la perception, c'est que si par exemple un ouvrier ne gagne pas beaucoup d'argent, il va se dire oh luxe, non, j'ai pas besoin de luxe, j'ai juste besoin de quelque chose de fonctionnel qui m'amène au travail le matin. Et peut-être que luxe va lui poser un problème. Bien sûr, je comprends, mais moi je pense que
l'idée derrière est tellement forte que au bout d'un moment, les gens, quand ils comprendront, s'arrêteront plus aux mots, en fait. Ah, d'accord. S'arrêteront plus aux mots. Donc tu dois faire une campagne d'éducation. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que le mot luxe, ben, surtout en France, c'est vrai que dire comme ça, luxe, ça peut paraître un peu... les gens sont un peu mal à l'aise, voilà, c'est par rapport à intimidé. ça. C'est intimidé, alors que dans plein d'autres pays, les gens sont complètement décomplexés par rapport au monde. Ouais, tout le monde a une BMW. Mais nous, c'est notre challenge. Après, on n'exclut pas qu'un jour, on puisse changer de nom ou évoluer. Mais moi, je pense vraiment que à partir du... nous, on veut vraiment dire que c'est pas le luxe inaccessible. Justement, c'est... un luxe que vous pouvez avoir. Voilà, c'est justement de devenir... être capable d'être quelqu'un de privilégié, quoi. De se dire que je veux aller green. Je veux devenir green et voilà. Mais c'est vrai que ça peut porter à... Ça peut être un élément qui peut changer. Distance avec les gens, mais moi j'y crois et je me dis que par exemple quand on parle de haut de gamme, etc., comme on dit, il y a moins de mauvaises choses, il y a plus d'éthique. C'est-à-dire qu'il y a moins de travail d'enfant. Parce que c'est ça que les gens aussi, il faut qu'ils comprennent. C'est que quand on achète des trucs pas chers ou des services pas chers, faut se rendre compte qu'il a fallu avoir des moyens pour que ça soit pas cher. Et généralement, quand on exploiter les gens. Voilà, c'est quand on achète un t-shirt pas cher, c'est dur à dire, mais on contribue au travail des enfants en Asie, dans certaines régions du monde, et il faut en avoir conscience. Donc je dis pas à tout le monde d'acheter des t-shirts à 100 €, mais faut pas contribuer trop. Faut pas trop contribuer. Donc il y a des choses du commerce équitable, il y a pourquoi pas de temps en temps faire un investissement un peu plus énorme. Au lieu d'acheter 3 t-shirts, en acheter un, mais un où on sait que la qualité est bien et qu'elle vient d'un circuit de production qui a respecté énormément. Ça a été fait en France? Non, on l'a fait aux États-Unis. Le t-shirt. Mais on a choisi un manufacturer. Voilà, des artisans qui n'exploitent pas leur... justement proposent du coton bio, etc. Donc on essaie vraiment d'aller au bout de notre démarche. Oui, je ne sais pas si tu as lu que le président Obama a signé une nouvelle loi de ne pas acheter, de ne pas importer de compagnies qui exploitent les enfants. Oui, tu as vu ça? J'ai vu ça. Pour moi, c'est un premier pas. C'est un premier pas. C'est difficile de se dire qu'en 2016, on pense à ces choses-là, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai un petit frère, j'étais petit moi aussi. C'est difficile de se dire que moi, quand j'avais 12 ans et que j'étais content d'aller à l'école, qu'il y a des gens qui n'ont aucune perspective d'éducation et tout ce qu'ils doivent faire, mettent les gosses au travail. Qui doivent juste aller au travail pendant 8, 9, 10 heures d'affilée dans des conditions insalubres. Oui, même à 9 ans. Ouais, c'est terrible. Donc, moi, ce que j'essaie justement, le message aussi, c'est qu'il faut arrêter de se regarder et de se dire c'est pas grave. Comme par exemple, même sans parler de tous ces problèmes-là, mais le monde que nous on nous a laissé, le monde que nous on va laisser, quoi, aux futures générations, et d'arrêter de se dire on verra, on va arrêter, on va voir plus tard. Ouais. Non, c'est si aujourd'hui on fait pas, pourquoi aujourd'hui on met ses enfants à l'école pour qu'ils aient un meilleur avenir. Donc pourquoi aujourd'hui nous on ferait pas les efforts qu'il faut maintenant pour que nos enfants ils aient des meilleures conditions de vie et qu'ils aient pas à porter de masque comme on le fait dans certaines régions du monde. Tu as fait le masque, non? J'ai voulu éviter parce que je me dis c'est grotesque. Je rentre en France, tu as dit. Je me suis dit je vais rentrer en France, quoi. Ah, d'accord. Et le gouvernement, étant donné que c'est dans leur plan d'aller green, est-ce qu'ils vont t'aider aussi? J'aimerais bien. Ah, d'accord. J'aimerais bien. Mais ils vaudront une partie de la compagnie, c'est ça? Je sais pas dans quelles conditions ça ils peut se faire. Ils vont aider. Mais bon, là, on est dans une période un peu compliquée parce qu'il y a bientôt des élections qui arrivent, en France en tout cas. Ouais. Et on ne sait pas qui va prendre les décisions. Qui va prendre les décisions, donc du coup, tout le monde prend un peu des pincettes, etc. Mais bon, moi,
tu comptes pas sur le gouvernement. Voilà, avant d'attendre des actions publiques, oui. Moi j'ai confiance les actions privées, aux actions privées, ouais. aux gens qui croient vraiment en ça et qui sont prêts à financer, à promouvoir et à développer, quoi. D'accord. Est-ce qu'en France, étant donné que tu dis que tu as commencé depuis 3 ans, il y a déjà quelques autos pour tous les jours, pas que des grandes voitures de luxe? Ah oui, il y a une gamme d'autos? Oui, il y a des petites citadines. Ah oui, des petites. La Smart Electric. Ah, donc tu as déjà commencé avec les non-luxe alors? Oui, c'est ça. On a des voitures un peu, des citadines électriques, etc. Qui sont moins chères à louer. C'est ça. Donc, nous, notre but, c'est pas d'être super luxe. Un showroom ou des personnes qui ont des choses inaccessibles. D'accord. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, il faut faire la balance entre nous, ce qui, en termes de business, pourrait être dans le meilleur, dans notre intérêt, et aussi ce qui peut être dans l'intérêt de tout le monde. Après, c'est une balance. Si on pouvait faire tout, on ferait tout. Mais oui, c'est petit à petit, quoi. Petit à petit. Non, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que j'ai vu sur ta vidéo qu'il y avait quelqu'un qui a été conduit avec Greenlux Car à l'Élysée. Tu l'as vu, cette vidéo? Oui. Et donc, je me suis dit peut-être que leur message, c'est pour que les gens d'un certain statut. Mais c'est vrai que tu auras peut-être d'autres vidéos qui montrent que en contrepartie, les gens de tous les jours vont pouvoir prendre ces autos. Oui, après... tu vas faire du social media. Le problème, c'est que pour convaincre tout le monde, faut faire de la masse. Et pour faire de la masse, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Ouais. Donc, quand on cible une petite partie de la population, déjà... c'est un premier pas. C'est un premier pas. Ouais. Et puis... justement, les personnes d'un certain statut social sont parfois un peu plus à même de comprendre la démarche. C'est vrai, parce qu'ils sont plus éduqués. Voilà, c'est ça. Alors que quelqu'un, justement, qui voudrait des choses un peu plus abordables, parfois... il va juste regarder le prix et pas les conditions, les longs termes. Donc le jour où nous, on aura les moyens de pouvoir atteindre tout le monde et leur expliquer, etc., ce sera avec plaisir, quoi. Mais, dès que tu auras les fonds. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, c'est comme aujourd'hui, pour avoir les réseaux sociaux, il faut avoir un smartphone. Et c'est pas tout le monde dans le monde qui a un iPhone à 700 € ou un Samsung à 600 €. C'est vrai. Donc, mais je pense que, comme le Mark Zuckerberg, qui a des projets formidables pour démocratiser Internet dans le monde entier, avec le drone qu'il veut déployer dans certaines régions d'Afrique pour donner de la connexion Internet aux gens, un site Internet qui s'appelle internet.org qui donne accès à Internet aux gens à très bas débit. Donc oui, mais pour ça... Il y a plusieurs projets sur le tapis, on va sur le radar. Voilà, c'est ça. Mais il faut comprendre que les réseaux sociaux, entre guillemets, c'est quelque chose de... C'est un truc de pays riches, quoi. Ouais. Dans les pays pauvres... les gens n'ont pas accès encore. Ça arrive, mais... nous, on ne se rend pas compte quand il y a des gens qui se demandent comment manger, nous, des fois, on n'est pas content de notre téléphone, quoi. Ouais, déjà, on a dépassé ce stade. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Est-ce que toi-même, tu utilises une green car? Alors, moi, vu que je voyage beaucoup, j'ai pas de voiture personnelle. Tu appelles Uber? Quand j'ai besoin de courts trajets... je prends des taxis, des Lyft, etc. Mais après, quand je peux, j'utilise une green car. Voilà, une voiture électrique. Les voitures électriques que nous on propose et qui sont à ta disposition à Paris. Qui sont à notre disposition ou à travers notre réseau de partenaires, etc. Donc quand tu dis partenaire, est-ce que tu stores ou bien tu parques tes autos dans ton propre parking lot ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? Tu outsources? Alors, nous, aujourd'hui, on avait commencé avec une logique un peu traditionnelle en se disant, voilà, on va prendre des voitures, on va les louer.
Et après, c'est très bien pour pouvoir gérer son business au début. Mais quand on a de l'ambition et qu'on a vraiment envie faut acheter tes propres autos. Voilà, faut acheter... combien de voitures il faut acheter pour fournir le monde entier, quoi. Faut acheter des centaines de milliers, voire des millions de voitures. Il faut commencer déjà par un petit nombre. Donc nous, on s'est dit, non, il faudrait qu'on arrive à avoir un impact un peu plus grand. Un peu plus grand. Donc on s'est transformé justement entre guillemets en agence un peu plus digitale. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est un réseau de voitures électriques. Ça veut dire que tous les professionnels qui louent des véhicules électriques ou qui proposent des services de transport en voiture électrique, de les mettre sur la même plateforme pour que les gens puissent avoir un accès un peu plus direct. Donc ce sera Uber en voiture de... Pourquoi pas électrique. Voilà, pourquoi pas. Et comme ça, nous, on peut avoir des partenaires dans le monde entier qui vont pouvoir, à travers notre plateforme à nous, avoir des clients. Et nous, les utilisateurs, avoir accès à des voitures partout sur une plateforme et pas via plusieurs sociétés, quoi. Okay. Donc tu auras la plus grosse partie, ce seront des partenaires qui veulent bien conduire pour toi, et la deuxième partie, ce sera tes propres autos qui seront à ta disposition. Alors, sur le long terme, on aimerait vraiment avoir juste un réseau de partenaires, parce que c'est plus facile à gérer. C'est pas forcément plus facile à gérer, mais en termes de business, c'est beaucoup mieux. C'est aussi simple que de se dire qu'une fois, vaut mieux avoir un risque partagé qu'un risque concentré sur une personne. C'est-à-dire que en prenant beaucoup de biens matériels, on concentre des risques, la casse, la dépréciation, etc. Alors que si il y a des personnes qui ont déjà des véhicules et qu'on les met sur la même plateforme, et que ces personnes-là, justement, qui sont parfois isolées un peu partout dans le monde, font partie d'une communauté, sont sur la même plateforme, peuvent bénéficier de clients étrangers qui viennent chez eux, ou justement peuvent recommander à des clients qui vont à l'étranger. Là, ça prend plus son sens et du coup, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, quoi. Est-ce que par hasard, tu as une idée du pourcentage de gens en France qui ont une green card et du pourcentage de France aux États-Unis qui ont une voiture électrique? Est-ce que le pourcentage est plus grand ici de gens qui ont acheté une voiture électrique? Alors, il y a beaucoup plus de gens qui achètent, enfin la progression proportionnellement, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des voitures électriques aux États-Unis qu'en France. Donc ce sera plus facile pour toi à développer. Ce sera un peu plus facile. Après, c'est historiquement, les Américains, ils sont beaucoup plus portés vers l'achat de la voiture que les Français. Aux États-Unis, des fois, dans certaines familles, l'ado, il a une voiture pour aller à l'université. Il y a 2 ou 3 voitures par famille, oui. La mère, le père, qui ont une voiture. Ils ont une voiture. Donc, alors qu'en France, des fois, c'est une voiture familiale pour tout le monde. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, déjà, le marché il est un peu différent. Après, les États-Unis, c'est un pays de 300 millions d'habitants, donc de toute façon... c'est beaucoup plus grand. Mais je parle de pourcentage. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Paris qui achètent une voiture green? Après, par ville, je n'ai pas justement... Non, mais tu as démarré à Paris, donc est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir t'aider? Après, le chiffre, il augmente. Après, exactement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens c'est encore qui veulent se mettre à ta disposition, d'accord. C'est encore très marginal. Nous, dans notre réseau, dans le monde entier, on a 3450 véhicules électriques via nos partenaires. 3450, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, ça reste encore marginal par rapport à d'autres acteurs de la mobilité. Mais on espère d'ici 2020 de passer de 3450 à 340 000 véhicules. Ah, tu veux 10 fois plus. Ouais, donc nous on a... En fait, non, 100 fois plus. Alors, avec le... 100 fois plus, ouais. Tu veux 100 fois plus. Donc, tu es dans quelle ville en ce moment? Alors, on propose nos services donc dans les grandes villes d'Europe. De Paris, Londres, Genève, Francfort, Barcelone. Déjà c'est beaucoup. Aux États-Unis, à New York, Los Angeles, San Francisco, Miami et
Chicago. San Francisco. Donc, si je t'appelle, Greenlux Car, allô, j'ai besoin d'aller à l'aéroport, tu as accès à une Greenlux Car? C'est ça. C'est via notre application. On a une application mobile. Donc tu pourras, je pourrais commander une voiture Greenlux Car. C'est ça. Et ça me coûtera peut-être 2 fois plus cher que le Uber? Ça coûtera plus cher que le Uber. Après, mais ma conscience me dira de t'appeler parce que je veux aller green. Après, voilà, aujourd'hui, Uber peut se permettre de faire des tarifs super bas parce que les autos sont moins chères. Ouais, mais surtout qu'en 5 ans, ils ont reçu plusieurs milliards de dollars d'investissement. C'est vrai, 40 milliards. C'est beaucoup plus simple justement de proposer des bas prix quand on a le soutien de plusieurs milliards. Plusieurs milliards de dollars. Donc nous, je pense que plus nous, on aura des investissements, plus on pourra investir pour améliorer nos infrastructures technologiques. Et tu auras plus d'autos. Plus de voitures, etc. Bah, nos coûts à nous vont baisser, donc les prix vont baisser. Donc aujourd'hui, on est un peu plus cher parce qu'on est beaucoup plus petit et qu'on ne peut pas se permettre de faire des prix qui vont nous conduire à la faillite. Non, mais il faut quand même... le consommateur doit regarder un petit peu les prix. Bien sûr. Mais je suis sûre que les gens qui s'en fichent du prix vont t'appeler. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ne regardent même plus les prix à un certain niveau. C'est même pour aller... Il y a des gens qui soient qui ont une bonne situation ou pas, qui par exemple quand ils ont une décision à faire ou ils ont des choses à faire, comme par exemple il y a des gens, manger pour eux ça n'a pas de prix quoi. Donc s'ils veulent bien manger, ils vont aller bien manger. Prix. Voilà, ils vont aller bien manger et ça dépend de tes valeurs. Voilà, c'est ça. Ça dépend des priorités. Il y a des gens, par exemple, qui vont mettre des milliers d'euros dans des timbres parce qu'ils adorent les timbres et ils aiment collectionner les timbres, mais ils ne seront pas capables de mettre 5 euros dans un DVD. C'est vrai, c'est trop cher. Non, donc chacun a ses valeurs. Voilà, chacun. C'est comme moi, je dépense beaucoup d'argent dans les memory cards parce que chaque semaine, je dois en acheter pour ma caméra. Mais mais proportionnellement à ce que je dépense en d'autres choses, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un hobby et qui vont le subventionner, quel que soit le... Oui, bien sûr. Et justement, on espère qu'un jour, quand les consciences seront vraiment plus écologiques, entre guillemets, bah, que les gens, et que nos prix seront un peu plus bas, que les gens ne se poseront pas la question. J'ai même lu que Uber veut aller dans quelques années sur les voitures autonomes. Tu as lu ça sûrement? Oui, bien sûr. Donc ça aussi, ça va être un shift dans l'industrie, d'avoir des voitures qui sont autoconduites par une machine. C'est ça. Donc tu regardes là-dessus aussi? Bah, eux, justement, ils regardent le futur. Voilà, c'est très bien pour eux. Après, parce que justement, ce qu'ils ont fait toutes ces années, ça leur a permis de collecter plein de données pour savoir un peu comment une voiture, le comportement de la voiture, du consommateur. Oui, ils ont des départements de recherche. Voilà, c'est ça. Donc après, nous, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le développement des voitures électriques. Et après, de toute façon, il y aura des évolutions. Les voitures électriques seront, je pense, un jour autonomes. D'accord. Comme Tesla, ils ont annoncé la semaine dernière qu'aujourd'hui, avec la dernière mise à jour de leur véhicule, ils vont avoir l'auto autonome. Les voitures sont 100% autonomes. Donc, on peut se conduire d'un trajet A à un point B toute seule. Donc, oui, j'ai vu ça sur les nouvelles. J'ai vu la voiture qui allait d'un point A à un point B sans conducteur. Et même les camions qui transportent des produits ou des autos ou quoi que ce soit seront auto-conduits. C'est ça. Les camions. C'est ça. Donc ça va éliminer, il paraît, des millions de jobs. Tous les conducteurs vont se retrouver sans travail. Bah, là, on en revient encore au pas cher, quoi. Ah, voilà. Bah, aujourd'hui, les gens ils sont contents qu'Uber c'est pas cher. Les chauffeurs ils se disent ils sont pas forcément contents parce qu'il faut qu'ils travaillent énormément pour gagner de l'argent. Mais demain, quand la technologie et la législation sera prête pour les voitures autonomes et qu'on dira aux chauffeurs on n'a plus besoin de vous. Oh là là, il y aura une révolution. Bah, les gens ils vont dire attendez, pendant plusieurs années on nous a dit que c'était nous les messies, les chauffeurs qui font en sorte que tout le monde puisse se déplacer. Et aujourd'hui on nous dit qu'on n'a plus besoin de nous. Nous on est plus sur un modèle différent en se disant que en ayant une stratégie peut-être un peu plus haut de gamme,
on veut quand même garder... Les la chauffeurs. technologie doit être au service de l'humain Ah. et pas l'inverse, mais que ça soit des deux côtés de la barrière. C'est pas les chauffeurs, ça doit pas être la chair à canon, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils servent, mais que demain, on va les sacrifier Ouais. pour autre chose. En fait, à chaque fois, dans tout, il y a une contrebalance. Quand c'est cher, il y a quand même une contrebalance de bien à certains moments, et quand c'est pas cher, une contrebalance, une contrepartie, il va falloir faire avec des conséquences un peu redoutables. Oui, non, mais c'est un peu comme l'histoire de Kodak. Il y a 10 ans, ils étaient en top of the world, et dès que c'est rentré digital, tout d'un coup, ils ont fait faillite. Ah, il y en a plein, comme par exemple les télé Thomson. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. C'est transformé en une société qui s'appelle Technicolor, qui fait des composants pour des télés, et ils font des composants pour les caméras, etc. Ils ont quand même réussi à rebondir, mais Thomson, c'est les premiers... les fondateurs de Thomson, c'était les premiers à avoir créé les premières machines audiovisuelles. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. D'accord. Chez eux, en tout cas. Ouais, d'accord. Donc ils ont dû réinventer leur stratégie. Voilà. Donc toutes les sociétés qui faisaient des Walkman, des cassettes, des DVD. C'est fini, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, ou ils se sont convertis à un autre business. Comme Netflix qui, au début, louait des DVD, et aujourd'hui est le numéro 1 de la vidéo à la demande en ligne, quoi. Ouais, donc, il faut s'adapter aux nouvelles inventions. Il faut savoir s'adapter. Et justement, toutes les personnes ou toutes les sociétés qui ne voudront pas, à un moment donné, se dire que passer à la voiture de demain, donc la voiture électrique, la voiture autonome, la voiture connectée, ils seront laissés sur le carreau à un moment donné, quoi. Ah donc, ou bien ils se convertissent ou ils font faillite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est super, c'est un sujet super fascinant parce que c'est nouveau. Ouais. Et comme je te dis, je te félicite d'avoir eu l'idée de le faire, surtout en France où tout est traditionnel. Ouais. Donc, on va passer, si ça ne te dérange pas, à la partie en anglais. Parce que pour ceux qui n'ont pas tout compris, on va le faire en anglais, mais pas aussi long. Okay. So, we have with us Bruno, which is a French name, right? Yeah. And Mendes da Silva, which is a combination of many cultures, correct? Yeah. You looked at your genealogy to see what's the origin? My parents come from Guinea-Bissau, and Guinea-Bissau was a former colony of Portugal. Okay. So... and that's how you were born? There's... the last name. That's the last name from the colonial era. Of that... because it's a name I heard before. So there's a lot of Mendes out there. Yes, in Guinea-Bissau, yes. Yeah. So I heard that name a few times, so I said, oh my God, I was wondering what's the origin of that name, and that's why I'm asking. So you are with a company that you created. It's called Greenlux Car. So I know you're very well known in Paris since you started 3 years ago, but you're just getting started in the US 3 months ago. Can you tell us what Greenlux Car does? Greenlux Car is a company that provides electric cars for car rental or chauffeur service. Okay. We try to be a new model for mobility, more sustainable. Okay. Because we are really concerned about environment, and we really think it's going to be a big challenge for everybody in the next years, because I traveled to China and I experienced the pollution while I was over there for an academic exchange, and I stayed over there for 6 months, and at a certain moment I have like difficulties to breathe, and asthma. It was very hard. So when I came back in France, I was like, I have to do something. I have to find a way to, prevent from this to happen. Okay, so that was a key moment where you made the decision. Yes, and I think this is a real problem. This is not like,
a problem that will come in several years. It's a real problem. Like sometimes people don't understand when they say when it's foggy outside, people think that it's not it's cloudy, but it's not cloudy. It's pollution. Oh. Actually, it's real pollution, and since especially in LA. Yeah, in LA or in the big cities, there's a lot of pollution. Yeah, it's big clouds, big dark clouds. And so for people who have like problems or troubles to breathe, it's really hard for them to experience pollution. So and more people have asthma nowadays. Did you notice? Yes, like children, and they can't breathe. Yeah, and so we really concerned about this problem, and we really want to add our humble value to this problem. So I hope like some days we will get rid of most of this problem, and we will be in a more sustainable world where people can breathe. People can breathe all over the world. Like you're not traveling in some places where it's smoggy and you have to put on a mask. So this is why we doing this company. We really try to have an impact on pollution, and I think it's a really big problem. Yeah, I agree with you, because I mean you tackle the problem at your as a individual, but the problem is global, so it is going to go global. I mean, your idea to go green has to happen. It's not a matter of if, it's a matter of when, because it's a matter of doing it, right? Yes. And you are doing it, which is a very big step. I congratulate you on that. That's awesome. So you are going to be successful. It is a real problem. You're addressing the problem. And you're gonna find the solution, right? Yes, and it's the industry is kind of small, like the electric car industry is kind of small, but we really really believe that we can help this industry to grow. Okay. By giving like electric car services, so people can understand and maybe buy electric cars. And when the industry will be more mature, more big, I think we will have really relevant in this market and have a real impact. So did you give yourself a time frame to reach your goal? I mean, did you say in 5 years I'm going to reach my goal to go global, or is it depending on other people? I think. Me and all your the people team? that are working with me, we are really like we don't want to rely on people to achieve our goals. Okay. We want whatever people want to help or not. We think the cause is really important, so we will go for it. Okay. So I hope like in 3 years, when the company will be like 6 years old, you'll have enough funds to do it. We will be like set to act really global and have an impact all over the world. And then I really hope by 2030 we will be able to be like Google. Like the Google of electric cars. Greenlux car. Yeah, Greenlux car will be the Google electric car. So, because at that, this is the point where all the reports say that electric cars will be the future. The normal car for everybody. Yeah. So the word is getting around. Yes. So I hope at that time will be the normal solution for people in the car services. Yeah, I remember 10 years ago, our mayor, who was Gavin Newsom, bought an electric car, and it was all over the news because I think it was like 125,000 or 150,000, or maybe even 200,000. But I remember it made the news because they say, "Oh my God, he wanted to be green, right? But he could afford it, right? Because he's the mayor." But the thing is, it got the word out for sure because he was a public official. But everybody all of a sudden thought
this is not for me. I can't afford that. Yeah. But now we have to change that mindset that it could be for you. Yes. Obviously, when a technology come out, it's expensive. Because there's not too many. Like computer was expensive at some point. Phones was expensive at some point. Flat TV was mad expensive at some point. But now it's affordable for everybody because mass production. There's more companies, more materials out there. The thing is, when electric cars will reach a point that it's gonna be like everywhere. It's gonna be affordable for everybody. But I understand that for some people, saying like spending that kind of money on a car, it's a lot. On the electric cars, it's more weird because they're like, we don't understand all about electric cars, and he's spending a lot of money on electric cars. Yeah. So I can understand, but you know, in 3 years there's a lot of progress that have been done. Okay. Especially with the leader Tesla, Mm-hmm. when they like, Tesla is not an expensive electric car. It's a cool car, and then it's kind of expensive. It's not expensive and then it's cool. It's in the middle. It's cool because the design, it's fine. The technology inside, the huge screen, yes. connected to internet, yeah. and everything. It's really cool. Like you have a trunk in the front, in the back. It's very, very appealing. Yes. Yeah, it's very appealing. And then people find it cool. It's like, you know, the same thing with Apple. Mm-hmm. They have like expensive products. Yes. Like the MacBook, the iPhone. Everything is expensive. But people buy it. Yeah, but the thing that people see is not the fact that it's expensive. It's the fact that it's cool. Oh. It's cool to have an iPhone. It's sexy. It's cool to have a MacBook. It's cool because it's it works very good. You know, you don't have like, you know, when you put an iPhone in a baby hands, Mm-hmm. you can. It's so cute. Yeah, you can interact with it even without a baby no can problem. do it. Yeah. Yeah, they can use it. I've seen it. Yeah, so it's really beyond all the fact that it's expensive. It's not a better way of living. Yeah, it's like really, Very, very sexy. Yeah, it's also, you can combine all your product into an iPhone. Yeah. You don't need a tape recorder. You don't need the camera. You don't need a camera. You don't need all these things. It's all in there. So, you don't need to buy 10 products. Yeah. So all of a sudden it becomes affordable. Yeah. So this is what we are trying to be. I'm not saying like we are Apple or we are Tesla. Not yet, We're yeah. gonna be A our big company. one. Yes. But the thing is, we want people to think beyond, like, the fact that it's electric cars, it's expensive, it's not expensive. We want people to understand that it's good for them. Ah, okay. Like, this is the main message. Ah. It's good for you. Okay. And you know, how can you evaluate somebody's life? Okay. You don't evaluate that. You don't say my life costs 100,000 or 2 million or 5 million, because this is actually good for your health. Yeah. Good for your life. So you don't put any price on your health. On your health, on what you have to do to be healthy. Yeah, with the environment the way it is now, we catch more and more cancer. Yeah, and there have been more cancer than ever. Yeah. So the thing is, what we trying to tell people, it's good for you. If it's good for you, it's good for everybody around you, and it's good for your children. It's good for everybody. Yeah. So when people will understand, because it's a long process for people to understand the message. When people will understand that it's good for them, mm-hmm. we all say. Oh, that's great. The thing I just remember is that I've seen more ads on TV of regular cars, like with diesel and gas, regular gas, than I see advertising for electrical cars. So you still have a huge competition on TV about regular cars. Yeah, the thing is, some car manufacturers have been forced
to do electric cars. Okay. So at first, a lot of them did one model of electric cars because they say like the government, the public opinion wants us to do an electric car or wants us to show that we can do electric car. So we're gonna do one. Okay. But we make a lot of money with the car we been doing forever. So we're not gonna change like this. So we're gonna advertise for them anyway. So the thing is now that the industry is kind of moving, kind of changing. Some of them don't want it to change. You know, all the oil industry don't want electric car to be on the front page because it's electric cars on the front page, oil industry in the back. They will lose, and then we'll have to change their core business. So there's a lot of lobby plus the oil companies. Yes, a lot of lobby pressure. I'm sure, like stop electrical. Yes, all the oil industry going to car manufacturers say, okay, we understand that electric cars, it's coming, it's better, but you can stop doing business with us like this. Just go in between. Don't do full electric, do hybrid cars so you can still put gas in it. So like this, you will give us time to figure out how we're going to change our business. Because you can't go like Tesla and say, no more gas, because if there was Tesla everywhere, if there was Tesla everywhere in the world, there will be no oil industry anymore. Yeah, a lot of people will starve too. Yes, so it's also political. Yes, definitely. It's also political, and there's some major companies out there who really they're like, what are we gonna do to stop that? How can we slow down the rise of electric cars? Yes. So it's always like that. They do have cars now that consume less gasoline and all that. They're going in that direction to say, this one will give you 35 miles per hour. 35 miles per gallon. Sorry, but 35 miles per gallon is better than 19 miles per gallon of gasoline. So they have reduced you can increase the number of miles you do with your gasoline, but still there is gasoline. Yes, it's like this will give you cancer. Yeah. So we have to stop giving you cancer, but we can't stop selling it because that's all we do. So we will do it's like Coca-Cola. Yeah. Like we will reduce the sugar on Coke. Yeah. So you can have Coca-Cola Light. You can have Coca-Cola Zero. Yeah. But still, Coca-Cola is dangerous. It's toxic for people. So some people will say, "Oh, I don't care. I like the taste." I like the taste, but it's like everything. They removed the cocaine from the Coca-Cola now. When they started the company, there was cocaine in it. That's why people get hooked. Yeah. So yes, that's like it's like everything that is bad is like. I'm gonna say something really sensitive, but it's like having sex without condoms. Oh yeah. It's really nice to have sex without condoms, but it's dangerous. It is. It is. So you can't say, "Oh, I really push my friends and my relatives to have sex with condoms because it's more it's more good for them." But then me, I would still have sex without condoms. Yeah. So it's the same thing. So in the car industry, I think saying, okay, I'm doing this, and then I will try to put a little bit of electric car or sustainable. It's good, but it makes no sense. Yeah. You can't sell something you going against on the other side. All right. It's not consistent. Yeah. Us, what we're trying to do is be consistent. Okay, we do. Be an example. We're not doing bad cars, but we have a little bit electric cars to show you that we care a little. You're gonna do only electrical. Only electric. Oh, got it. Yeah. So you're not gonna take drivers who drive gasoline. No. Okay. That's not what we want to do.
Okay, so we want to be emission-free. No emission. No emission, no matter what the gain is on that part. Yeah, no emission. That's our policy. It's no emission. So we don't want to compromise on the green word. Green. We don't want to do greenwashing. We don't want to do, hey, this is sexy and this is what people wants to hear now. It's green, green, green. We really, because as I told you before, I suffered from this. Yourself. It was real. It touched you. So I'm really concerned about people that dealing with this. And it's going to get worse. Yeah. That's the problem too. So that's what we're trying to be, emission free. No emission, no pollution. Talking about China, are there more and more electrical cars there? They're the number one country buying electrical. That's wonderful. They're obviously more than anybody. They're more conscious of it. So they have to so go to China. I want to go to China. I want to go back to China, but the thing is, China, it's kind of, hard business. It's a different business culture. It's like Chinese want to do business with Chinese people. I know, I heard. Yeah, so they're really conservative when it comes to business. So you'll have to find a Chinese partner. Yeah, I have to find, and then they have what you call guanxi. It's like trust. They have to trust you, and to have this Chinese guanxi trust between your partners, it's really complicated. It's a long process. Yeah, just like Chinese people have their own Facebook. They don't want the American. Yes, they have their own everything. And then if something is good, they will try to do it themselves. Exactly. So I'm not worried about if one day there is a Chinese version of DreamX car. The thing is, I want this problem to be solved. Okay. So if there are any other way imitators and people that do it, it's okay. I don't care. As long as you try to do your it right, way, you will be okay. I'll be okay, because if someone trying to do it at a large level, that means we already a successful company. And I'm not trying to run after money my entire life. Oh, of course. I'm not gonna complain to have the cause ahead of the money. Yes, so I'm not going to complain. No, I don't have enough millions. I don't have my house is not big enough. My watch is not shiny enough. No, all I want is, I know that if we make it to a good level, we'll be fine. Okay. We'll be fine. We'll be set. So I don't care. It's all about moving the cause forward. Yes. To me, I had the chance to do to go to college and have a really good education. I've been to one of the most prestigious business school in France, and I know What's that the name of it? ESSEC. ESSEC is one of the best. Yeah. And the thing is, I know that I always will be fine. Even if tomorrow I have to go and find some job, I will have a good paycheck. Good degree. Yeah. I don't really care about the money, because even if it's really hard to be an entrepreneur, all I want, and that tells you how bad we want this to go forward. Because if I wanted, I just could have been an executive in finance industry and have a lot of bonuses. Yeah, you can have it. So right now we make a lot of sacrifices. We put a lot of things aside to make this, like family. Yes, to make this go forward. Oh, great. So you said you went to a great school. I heard that you were into basketball. Is that how you got the scholarship? No. I started basketball when I was 6. Oh, wow. And you became good? At that time, I really wanted to be a basketball player. And then? And then when I was 17, 18... You changed it? I changed my mind, and I say I really want to have a degree. A degree and an impact
beyond basketball. Because anybody can be a basketball player, right? If you have the size. Yeah. I have the size, so I could have been easily maybe a good basketball player, professional. You could have been top of the line, yes, you could, but you decided to go another route. Yeah. You have family members who are in the basketball sports or anything like that? My best friend is playing basketball. Okay. I have a lot of friends that play professional basketball. So you're around that. Yeah. So I'm still connected to basketball. And you can still play on your leisure time? Yeah, I can still play. Like I say, it's a passion. So when you're passionate about something, you don't need lights or you don't need people to say enjoy go, it. Go, yeah. You just enjoy it on yourself. That's true. I enjoy playing basketball on my own. Did you ever go see the Warriors? I went to see the first game of the season. Really? They lost by Good 30 points. Good for you. So did you enjoy it? It was cool because, it's always a good experience to go to a basketball arena and see. So you enjoyed that, huh? Yeah. That's great. Okay, so I thought you were maybe in the professional arena because you're so tall. Oh, no. I have my friends, so it's enough. Like, so you when I hear all the what they're going through, like injuries, surgeries. You hear about it. Yeah, so your first capital didn't come from playing basketball as a professional? No. Okay. So, I'm not going to go into the details on how you got your first capital, but you probably got a few partners. I have it's all almost like families and savings. They put it together to help you? So it's like all the entrepreneurs, like friends and family. Seed money is friends and family. Bootstrap, it's always like friends and family. Friends and family, and then it's. And then you're gonna go to number 2, level 2, then level 3, then level 4. It depends how many people are interested in it. Yeah. Yes. So congratulations again. I think it's a great idea. I really admire you for moving forward with it, even though it was with your own capital. I think it's really to be commended and you are also an example to other entrepreneurs who hesitate to follow up what they are here for to do on this earth, and you discovered it, and that's also the hardest part to do, to find out why you're here, right? Yeah. So this was Bruno Mendes da Silva. I suppose that you still find time to do all the things that you like to do, even though you work on this maybe 18 hours a day or more. Like always working on it. Always working. Always working, and it's like, and it's kind of bad because some like business coaches told me that even if you're passionate and you want to work and always want to improve your business, you have to find time for yourself, because it's really important to have time for your health. Yeah. So to be kind of stable, balanced. So yeah, it was a pleasure to interview you, and I really enjoyed the topic too. And I'm so happy I got to meet you. So thank you so much for being here. I really enjoyed. Thank you for having me. Thank you. It was a great interview. I really enjoyed you, and wish you, all the super success in the world. Thank you. Thank you.